Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Les trois partis de la majorité parlementaire et gouvernementale se sont réunis cette semaine et dans leur communiqué, en plus de se féliciter des réalisations du gouvernement, les trois chefs de parti ont conclu au constat d'une cohésion dans leur rang et de la convergence de leur point de vue sur tous les sujets, précise-t-il. Le communiqué de la majorité a également salué l'opposition responsable qui adopte des positions critiques constructives. On l'aura compris, ce n'est pas encore la confrontation, mais c'est aussi l'entente, disent les chefs de la majorité. Pourtant, il existe bien des sujets sur lesquels majorité et opposition ne sont pas d'accord et où la critique est constructive mais insistante, comme la question du code de procédure pénale et notamment ces fameux articles si controversés 3 et 7, ou encore la question des subventions des viandes et le renouvellement du cheptel et d'autres encore. Il existe également des sujets sur lesquels on attend le gouvernement qui ne s'est pas encore exprimé dessus. Et j'en cite comme exemple la politique publique à élaborer sur la demande du roi Mohamed VI en faveur de la très forte communauté à l'étranger. Et puis enfin, même s'il n'y a pas encore de campagne électorale et même de pré-campagne, les choses étant réglementées et codifiées, les élections sont dans tous les esprits, ce qui conduit à se poser des questions sur leur préparation. Nous en discuterons avec deux députés qui se connaissent tout aussi bien que leur maîtrise des sujets brûlants et des dossiers d'actualité, représentant comme toujours les deux camps de la majorité et de l'opposition. Je remercie donc pour votre présence, Si Hassan Chgar. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Pour discuter de toutes ces choses-là et d'autres peut-être. Merci à vous aussi, Abdelmajid Fessi, bonsoir, merci aussi à vous d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre des représentants, membre du comité exécutif de l'Istiqlal, et vous êtes député USFP, vice-président du groupe socialiste opposition Ittihadiyya. Merci, messieurs. On y va. C'est Abdelmajid Fessi, on commence par vous. Alors donc, si on comprend bien, tout va bien au sein de la majorité, tout baigne, comme on dit en français familier, même si les petites phrases fusent par-ci, par-là, et que les préparatifs vont quand même bon train. Ou grand train même. On a vu le RNI avec ses différentes grands-messes dans les provinces du Sud, génération 2030 du PAM, chez vous aussi ça bouge. Comment vous voyez ça? Bon, l'homogénéité du gouvernement, c'est une réalité. L'instance de la présidence de la majorité fait des réunions de manière continue et permanente. Également au niveau du Parlement, l'instance de la majorité parlementaire aussi de la même manière. Les votes au Parlement de la majorité sont en harmonie et en cohérence avec les positions du gouvernement. Donc l'homogénéité est un fait. Maintenant, bien sûr, nous sommes des partis politiques. Chaque parti a son parcours, a son histoire, son identité. Donc il est normal que parfois il y ait des différences de point de vue, d'opinion. Mais tant que ça se fait dans le respect, qu'il y a des discussions, qu'il y a un débat démocratique, une fois que la décision est prise et que tout le monde s'aligne sur cette décision, eh bien, c'est le plus important. Et les partis politiques, bien entendu, chacun travaille, c'est normal, c'est l'essence même d'un parti politique. Je ne vais quand même pas vous laisser me dire ça, si Abdelmajid El Fessi. Les trois chefs de parti ont conclu au constat d'une cohésion dans leur rang, de la convergence de leurs points de vue sur tous les sujets. Est-ce qu'il y a convergence des points de vue sur tous les sujets? Parce que ce qui est écrit dans le communiqué. Comme je l'ai dit, une fois que la discussion a lieu, l'issue, c'est de prendre une décision collective. Et donc, il y a une convergence. Mais il y a toujours une discussion avant, et c'est normal, heureusement. Donc, convergence, mais pas divergence sur le fond, convergence peut-être sur la forme, sur certaines questions qui sont levées dans les discussions qu'il y a entre les chefs de la majorité. Exactement. Très bien. C'est Hassan Chgar. Donc, dans ce même communiqué, la majorité a un mot très, très gentil pour l'opposition. Je cite, elle dit « saluer l'opposition responsable à travers son rôle de contrôle et de critique constructif et l'enregistrement du débat public ». Alors, est-ce qu'il y a une opposition responsable? C'est quoi une opposition responsable? Et comme vous êtes opposition Ittihadiyya, à reprendre les termes de la majorité, est-ce que vous êtes une opposition responsable? Alors, opposition responsable ou pas, pour nous, c'est aux citoyens de juger de tout ça. La majorité s'est réunie. Nous, ce que nous constatons, c'est que monsieur le chef de gouvernement est plus présent aux réunions de la majorité qu'il ne l'est au Parlement lors des questions mensuelles, des débats mensuels qu'on est supposé avoir. Il est là. Pas assez régulièrement, pas dans les deux chambres, pas autant de fois qu'il ne le faut, et pas que lui d'ailleurs. Beaucoup de ministères de ce gouvernement ont beaucoup de mal à comprendre que leur rôle politique, leur communication réelle devrait se passer au Parlement, que ce soit dans les séances des questions orales où le taux d'absentéisme dépasse les 50% chez les ministres chaque semaine, que ce soit au niveau des commissions où on n'arrive plus à avoir ou très peu de ministres pour les différents sujets qu'on dépose autant que députés, que ce soit des députés de la majorité ou de l'opposition,
le nombre de sujets en suspens dans les bureaux de commission se compte par centaines. Deuxièmement, il y a ce besoin, nous voyons à chaque réunion de cette majorité, ce besoin de synchroniser un discours, de donner justement l'idée d'une image d'unité de cette majorité. Ce besoin, en fait, il contraste, comme vous l'avez posé un peu dans votre question, il contraste avec une réalité qui est des positions très très différentes des uns et des autres, des sujets très clivants où on a vu des sorties de chefs de parti, de responsables, de ministres des différents partis durant les week-ends, durant leurs séminaires, durant leurs débats télévisés, où on a parlé, que ce soit au niveau de l'importation des bovins, que ce soit au niveau de la perception du chômage, de l'inflation, de comment vit la classe moyenne aujourd'hui au Maroc, comment vivent les gens aujourd'hui au Maroc. Tous ces sujets nous montrent, quand on a l'occasion d'écouter les responsables politiques de la majorité, qu'il n'y a pas de cohésion. Et justement, c'est pour cela qu'on a autant de réunions de cette majorité pour essayer de resserrer le rang. Rappelons que les dirigeants de cette majorité, avec monsieur le chef de gouvernement, qui est le président du parti du RNI, avec les deux autres responsables des autres partis, sont tous dans la même majorité, se rencontrent chaque semaine au Conseil du gouvernement. Donc, ils ont normalement l'occasion d'aligner leur position, leur point de vue, ce qui, de notre point de vue, est loin d'être le cas, surtout que bien avant les élections, alors qu'on était à peine, même pas les 2/3 du mandat qui est de 5 ans, les trois partis ont commencé à une sorte de pré-campagne électorale, si ce n'est pas une campagne électorale pour certains. C'est vrai, tout ça, la charge est lourde. Les ministres n'assistent pas, ne participent pas au débat parlementaire, au Parlement, sauf ce qui est mentionné dans la Constitution ou dans les règlements intérieurs. Ils parlent de vos ministres aussi, le ministre Istirlel, entre autres. Moi, je voudrais relever à quel point l'opposition, c'est important pour le pays. Et je voudrais lancer un appel aujourd'hui à l'opposition pour qu'elle règle ses problèmes. Aïe. Et puis, nous voyons malheureusement que l'opposition qui a décidé au début du mandat de s'unir au Parlement, alors qu'elle n'est pas obligée. Il n'y a que le gouvernement qui est obligé de faire une coalition pour gouverner. L'opposition ne l'est pas. Et pourtant, ils ont décidé de former un groupe pour travailler ensemble. Malheureusement, ce groupe a implosé. Nous voyons aujourd'hui une image malheureusement négative de l'opposition, car on voudrait la voir unie, qui travaille, qui propose, parce qu'on a besoin d'une opposition forte. Le Maroc a besoin d'une opposition forte. Le gouvernement a besoin d'une opposition forte. Et malheureusement, aujourd'hui, on le voit sur beaucoup de thématiques où elle a essayé de diriger le débat pour ensuite, finalement, ne pas arriver à atteindre ses objectifs, que ce soit sur la commission d'enquête parlementaire, que ce soit sur Multamas al-Raqaba. Malheureusement, ils n'ont pas réussi et c'est dommage. Donc je lance un appel à l'opposition parce que son objectif, c'est de montrer que c'est une alternative au gouvernement. C'est ce qu'elle a essayé de faire, en tout cas, depuis le début du mandat. Malheureusement, on voit bien que là, elle n'y est pas parvenue. Alors, Hassan Chougal, si je peux me permettre, parce que c'est un sujet important et je suis tout à fait d'accord avec Seb Lemjid. Sur un point, effectivement, l'opposition n'est pas supposée être unie. Elle n'a jamais réellement cherché à être unie. Elle a uni ses efforts sur des sujets sur lesquels elle était tout à fait d'accord. Sur certains points sur lesquels on arrive à trouver des accords, des combats communs, nous sommes unis sur ces points-là. Mais le problème de l'opposition, c'est ce qu'on a qualifié un peu, et du gouvernement surtout, comme vous le dites ici, parce qu'un pays qui fonctionne a besoin d'une opposition forte et d'un gouvernement fort. Le problème, c'est ce qu'on a appelé en arabe « tarwoul » à la création de ce gouvernement, qu'on pourrait traduire une hégémonie excessive ou bien une emprise autoritaire de ce gouvernement. Aujourd'hui, au Parlement marocain, on a environ 300 députés de la majorité. Ils ont été élus. Élus ou pas, moi, c'est pas un tarwoul, c'est pas de l'hégémonie, c'est le résultat de l'élection. Juste pour revenir à l'esprit de la Constitution, à ce qui a été fait lors de la création de cette majorité. Dans notre Constitution, l'article 10, ça stipule clairement qu'il y a un certain nombre d'outils qu'une opposition séparée ou unie est supposée pouvoir activer, parmi lesquels je peux citer les commissions d'enquête. La commission d'enquête nécessite un tiers, dans la Constitution, un tiers du membre du Parlement. Je pense que celui qui a écrit cette Constitution, nous avons tous participé à l'écriture, à la rédaction de cette Constitution, c'est que dans le cadre des équilibres qu'on est supposé avoir dans ce pays, on n'imaginait pas qu'un jour, on aurait moins de un tiers des partis, moins de un tiers des députés dans l'opposition.
Deuxième chose, pour revenir au vote et ce qu'on a voté, on connaît tous très bien le système national. C'est un système multipartite parlementaire qui, après les élections, il y a une discussion qui se fait avec les différents partis et la majorité se dégage. Ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'alliance avant. Donc, on ne peut pas dire que les Marocains ont voté pour cette majorité. Les Marocains ont voté pour tous les députés qui siègent dans l'hémicycle. Les 392 députés sont tous représentatifs de la nation telle qu'écrit dans la Constitution. Attendez, Hassan, excusez-moi. Oui, vous avez raison de reprocher à certains partis, peut-être même à la majorité, de ne pas s'être... Je ne reproche pas spécialement ça. Ce que je reproche, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, la façon avec laquelle on a créé un gouvernement avec une hégémonie, 300 députés dans le même gouvernement qui représente une majorité, a bloqué, a freiné les capacités, les possibilités que l'opposition est supposée avoir au Parlement. C'est vous qui avez freiné la commission, la motion de censure. Je vous parle déjà de la commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire moi, vous m'avez tendu la perche en me disant mais c'est vous qui avez cassé dans l'article 10 de la Constitution comme un des outils. On reviendra certainement à la motion de censure, on peut en parler maintenant si vous voulez. Pour ce qui est de la motion de censure est un autre outil qui est offert à l'opposition, qui est offert aux députés, opposition en majorité. Qui aurait pu être déposé si l'USFP avait été avec les autres. Il a été initié par l'USFP il y a de cela plus d'une année, en 2024. À la mi-mandat de ce gouvernement, nous avons initié l'idée de déposer une motion de censure pour justement attirer l'attention sur les défaillances que nous considérons sociales, économiques, politiques, aujourd'hui dans le travail, où il y a déjà un an dans le travail du gouvernement. Malheureusement, cet outil constitutionnel n'a pas été compris. L'idée même a été reçue avec beaucoup de scepticisme, avec beaucoup de doutes, on va dire, de la part des différents intervenants. Nous n'avons accusé aucun parti de l'opposition qui était supposément capable d'avoir le nombre nécessaire pour déposer la motion, pas pour la valider. Nous n'avons accusé personne de quoi que ce soit. Nous avons compris que pour eux, c'est leur choix interne, que ce n'était pas le moment pour eux, d'après Ada, de déposer cette motion de censure. Un an plus tard, et là-dessus aussi je tiens à vous rappeler, le sujet des bovins, etc., c'est l'USFP qui l'avait sorti en premier dans la commission de finances, lors de la discussion de la loi de finances en octobre 2024. Et j'ai eu moi-même ici, avec un représentant de la majorité, l'occasion d'en parler. Et donc, on a eu cette discussion. Il y a eu l'idée de 3 partis de l'opposition qui ont eu l'idée de faire une demande de commission d'enquête. Les députés USFP ont signé, tous les 34 députés de l'USFP ont signé la demande de commission d'enquête. Ils l'ont déposée pour les autres groupes qui, à mon sens, à ma connaissance, je ne sais pas s'ils l'ont signé ou pas, mais dans tous les cas, l'opposition réunie n'était pas suffisante pour avoir une commission d'enquête parlementaire. Suite à cela, l'USFP a rappelé aux partis de l'opposition que nous avons un outil en main qui dépasse ce sujet d'importation, etc., qui peut l'inclure, mais qui est beaucoup plus global, qui est de déposer une motion de censure. 2 partis ont déclaré automatiquement qu'ils étaient plus ou moins positifs par rapport à ce sujet. Un 3e parti a pris un peu de temps. Nous avons attendu ce 3e parti et au bout d'un certain moment, ils ont accepté finalement. Nous nous sommes tous assis autour d'une table. C'est une initiative USFP. Le premier parti de l'opposition, c'est l'USFP. Le parti qui a rédigé les grandes lignes de cette motion de censure est l'USFP. Malheureusement, les autres partis, les autres intervenants ont vu les choses autrement et ont considéré que sur les 3 actes que compte une motion de censure, qui sont la présentation, la réponse du gouvernement et puis l'intervention des différents groupes au Parlement, sur ces 3 actes, le premier qui est la présentation ne devait pas être attribué à l'USFP. La logique parlementaire, et c'est Abdelmjid peut dire le contraire. On va donner comme la parole à Abdelmjid. La logique parlementaire n'accepte pas ça, aurait voulu que ce soit l'USFP et malheureusement, nous, devant le manque de sérieux des partenaires, on a dû arrêter
cette tentative. On va rester sur cette question de viande, puisque vous en avez parlé. Je me tourne vers vous, si Abdelmajid El-Fassi. Donc, en matière de cohésion et de lisibilité, il y a quand même des choses. Alors, si Hassan El-Chgar dit que c'est l'USFP qui avait initié la première fois la question sur les subventions des viandes, et moi, je vais vous lire une phrase, mais je vais vous la lire parce qu'elle est rapide. Elle montre un peu le degré de non-cohésion qu'il peut y avoir au sein de la majorité. L'opposition demande une commission d'enquête sur les viandes. La majorité refuse de s'y adjoindre et lance l'idée d'une mission exploratoire, bien que votre secrétaire général, le ministre de l'Eau et de l'Équipement, Nizar Baraka, ait lancé son désormais célèbre cri « Ayez de la compassion pour les Marocains ». Taqeullah, on en est où de cette question de subvention, de renouvellement? Où est parti l'argent? Qui l'a pris, etc. Enfin, on en est où? Alors déjà un petit mot avant de répondre à votre question. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. D'accord ? Moi, je vois la pratique politique d'aujourd'hui. Ce que je vois, c'est que l'opposition a essayé de faire aboutir un projet qui est la motion de censure et qu'elle n'a pas réussi et qui sont aujourd'hui implosés. Donc, c'est difficile pour moi d'entendre des leçons de la part de l'opposition. Moi, je vois ce qui est devant moi. C'est quelque chose de très clair et pragmatique. Par rapport à la question que vous avez soulevée et de la mission exploratoire concernant les bovins, les ovins, pardon. Alors, le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, et ça c'est très important et je voudrais le souligner, il n'a pas critiqué une mesure du gouvernement. Il a critiqué le comportement d'une certaine catégorie, certains importateurs, le modaribin, les intermédiaires, qui n'ont pas répercuté les subventions qui étaient données à la base pour faire gagner du pouvoir d'achat aux citoyens et donc faire baisser le prix au final de l'ovin, et qui n'ont pas répercuté cette subvention sur le prix en ne le baissant pas, mais au contraire en augmentant le prix et en faisant des gains. C'est à eux qui s'adressaient. C'était à eux qui s'adressaient. Mais il est ministre. Mais il n'a pas critiqué. C'est le membre de l'exécutif. Il n'a pas critiqué la mesure. Là, j'aurais pu être d'accord avec vous. Il a critiqué le comportement de certains qui ont fait échouer cette mesure, parce que justement, elle a échoué malheureusement. Nous voulions faire gagner du pouvoir d'achat aux Marocains. Elle a échoué à cause de ce genre de comportement, et c'est tout à fait normal, et c'est le rôle d'un parti politique qui se respecte de critiquer. Ça n'est pas la critique d'une mesure. Un gouvernement gouverne, un exécutif exécute. Un ministre qui vient critiquer ou dénoncer des comportements délictueux, pour ne pas dire plus que ça, était un ministre, il fait quoi en tant que ministre? En tant que chef de la majorité, l'un des chefs de la majorité. C'est-à-dire, au lieu de dire Taqeullah, faire agir les différents mécanismes publics pour faire respecter la loi. Mais c'est ce qui a été fait pour l'avenir. Déjà, cette mesure a été, de manière définitive, ils l'ont arrêtée. Et pour l'avenir, ils se basent sur cette expérience. Mais encore une fois, il est tout à fait normal qu'un parti politique, et d'ailleurs ça a été bien reçu par les gens et par les Marocains, par les citoyens marocains, ça a créé une sorte de conscience, et vous voyez tous les débats qui s'en sont suivis, et même au Parlement, et notre proposition de créer une mission exploratoire sur ce sujet-là, nous tenons à ce qu'elle voie le jour. Et nous ne comprenons pas, encore une fois, le comportement de l'opposition qui n'a pas réussi à faire aboutir la commission d'enquête parlementaire, et donc qui a cette occasion justement de faire réussir la mission exploratoire pour qu'on sache ce qui s'est passé exactement, mais qui refuse. Et encore une fois, je ne comprends pas. Cette mission exploratoire est essentielle. Et le Parti de l'Istiqlal et le groupe du Parti de l'Istiqlal à la première chambre tient à ce qu'elle voie le jour. Et donc, nous ferons tout pour qu'elle soit créée et pour qu'on puisse avoir les détails de ce qui s'est passé. Vous êtes vice-président, donc membre du bureau. La différence entre mission exploratoire et commission d'enquête, on sait ce que c'est. Pourquoi ne pas avoir été sur une commission d'enquête qui était un outil institutionnel beaucoup plus ferme et rigoureux? Non, parce que la différence, c'est que la mission exploratoire, en 2 mois, vous avez les résultats. Alors que la commission d'enquête, ça prend plus de temps. Et nous voulons des résultats rapidement. Les gens attendent des résultats tout de suite. Donc on a considéré que cette mission exploratoire était plus rapide et aura des résultats plus efficaces. Un commentaire sur ça? Oui, en fait, si je peux faire un petit commentaire, déjà vous pouvez, vous êtes là pour ça. Voilà, on n'a pas eu juste des revendications par rapport à un sujet où on a considéré qu'il y a des gens qui ont plus ou moins profité en restant aussi vague. On a un ministre responsable du commerce intérieur qui a une direction où on s'occupe du commerce intérieur, qui a parlé de 13 milliards de dirhams de subventions, chiffre autour duquel on a eu
36 000 versions, il y en a qui ont parlé de 400 millions, il y en a de 13 milliards, etc. On a eu toujours aussi, de la majorité. Toujours dans la majorité, et le ministre responsable qui a la direction du commerce intérieur. Et pire encore, ce même ministre a parlé de 18 personnes qui ont bénéficié de ces 13 milliards. Donc il a donné un chiffre exact, pas approximatif, il n'a pas dit une centaine, ni une vingtaine, il a parlé exactement de 18 personnes. Et pire encore, le même ministre a dit qu'il détenait les moyens de faire pression sur ces gens. Il a qui sont des moyens soit d'aller directement vers des tribunaux parce qu'ils considéraient qu'il y avait un aspect criminel ou légal qu'on peut poursuivre sur ce sujet, ou bien à travers des, on va dire, des punitions administratives, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça exactement. Vu qu'il avait ces outils en main, qu'il ne les a pas appliqués, qu'il a considéré clairement qu'il y a un délit, qu'il y a un début de crime ou de crime qui a été exécuté, qu'il a menacé ces gens directement sur des plateaux de télévision, qu'il a parlé d'un nombre exact. Il ne s'agit plus d'une mission normale qu'on va réaliser en 2 mois. La mission qu'avait proposée l'opposition en se basant sur ces déclarations et en pensant réellement que pour certaines missions, ce n'est pas nécessairement une question de majorité et d'opposition, c'est une question de sujet important qui mérite une enquête importante. S'agit-il de 13 milliards ou de 400 millions? S'agit-il de 18 personnes ou d'une centaine? S'agit-il de personnes qui ont profité du système ou bien de personnes qui ont réellement commis des délits? Là, il y a moyen d'avoir une commission d'enquête. Nous avons considéré dans l'opposition, à l'USFP aussi, qu'il y avait moyen d'avoir une commission d'enquête au-delà des chiffres. Deuxième chose, et nous aussi, pour revenir très rapidement, nous tenons à l'USFP à rappeler que nous avons toujours appelé que ces subventions aillent à l'agriculteur marocain. Et nous sommes ravis du projet de Sa Majesté qui est de subventionner chaque personne qui a une brebis à hauteur, je pense, de 400 dirhams, d'enlever les dettes qui sont liées à ces gens-là auprès du Crédit Agricole, etc. Il y a une batterie de mesures qui a été proposée. Maintenant, nous attendons du gouvernement l'exécution réelle, sans qu'il y ait encore une fois des partis qui pourraient en profiter. Mais ces subventions directes aux petits agriculteurs, aux gens qui font le travail, qui vivent dans le monde rural, ça c'est la solution et ce n'est pas ce qu'on entendait lors de la discussion de la loi de finances qui a été votée par la majorité entière et aucun parti n'a omis d'objection sur ces points. Dont parle Siab Mjid El Fassi sont presque écoulés. Un commentaire très rapidement, comme ça on passe à autre chose, à d'autres sujets conflictuels. Jamais les 13 milliards n'ont été cités ni par Riyad Mzour ni par aucun autre responsable gouvernemental. Par d'autres. 13 milliards, sinon sortez-moi la citation. 13 milliards a été... on vérifiera. Non, les 13 milliards ont été sortis dans les médias et après, bien sûr... Je peux citer même le média où Riyad Mzour a eu un entretien avec un média, je ne sais pas si je peux le citer, c'est un entretien, enregistré où il est seul avec un présentateur pendant 2 heures. Et sur les 2 heures, il a parlé de ces chiffres de 13 milliards, 18 et ce de sur les 18 viandes, personnes qui en ont profité, de délits commis par ces gens et des moyens qu'il a, lui, autant que ministre, de faire pression ou de menacer ces gens-là. Il n'a jamais parlé des 13 milliards, il a parlé des 18 et c'est sur un autre sujet. En tout des cas, viandes qui sont importées, pas des ovins. Ça pourrait être vérifié. C'était sur quel média? Si je me souviens bien, il y avait un débat sur le Vox ou Voice of Morocco. Ah, The Voice. Très bien, on peut vérifier ça. Très bien, alors on va passer à autre chose qui est aussi conflictuelle. Parce qu'il y a quand même assez de... Quand il dit la majorité était hégémonique, j'ai répondu en disant bon, la majorité a été élue, enfin les partis ont été élus, ils se sont constitués en majorité. Mais pour autant, il y a des choses qui passent qui ne sont pas, enfin qui alimentent la controverse au niveau de la société, civile ou pas civile. Alors j'en prends pour exemple à Siab Mjid, le projet de code de procédure pénale qui a été finalement adopté, donc c'est 130 voix contre 40. On remarquera au passage que c'est même pas la moitié pour le code de procédure pénale. Je parle au vice-président de l'Assemblée. Ce texte donc comporte bien des points positifs sur la garde à vue, sur les droits de la défense, sur les droits sur la garde à vue, etc. Mais il reste ces fameux articles 3 et 7. Ça, je vais vous demander à chacun de vous d'expliquer encore une fois, parfois il vaut mieux expliquer les choses. Quoi c'est... Et s'il vous plaît, on a déjà entendu, ouais, mais il y a des dénonciations calomnieuses.
Est-ce qu'on a un autre argument que ça? Oui, oui. On dit, toutes les personnes à qui on a posé la question, il y a eu beaucoup de gens de la majorité qui ont défilé ici sur ce plateau, sur ce studio, et qui ont dit, oui, mais bon, il y a beaucoup de dénonciations calomnieuses, et ça, c'est pour protéger les élus honnêtes qui se retrouvent avec des dénonciations calomnieuses. Voilà, ce que j'appelais des éléments de langage. Alors, vous faites ce que fait souvent un journaliste, c'est-à-dire que vous passez très vite sur les choses positives et vous vous arrêtez sur les choses où il y a discussion. On ne parle pas d'un train qui arrive à l'heure, en général. Non, je suis désolé, le gouvernement a eu le courage de rouvrir ce dossier après 60 ans, plus de 60 ans, 66 ans, par rapport au premier code de procédure pénale. Ça, c'est important. C'est le premier gouvernement qui réouvre ce dossier de manière claire. Ça, il faut avoir du courage pour le faire. Les nouveautés qui sont importantes, vous avez vite soulevé garde à vue, etc. Mais c'est important. Au niveau de la garde à vue, on donne plus de garanties, le droit au silence, l'assistance d'un avocat, le recours à un interprète. Mais oui. 3 et 7. Je viendrai au 3. Mais c'est important. Peut-être que nos téléspectateurs veulent avoir un peu plus de détails. Par rapport à la détention préventive, la réduction de la durée des détentions provisoires. On sait que les détentions provisoires peuvent parfois être très longues. Le contrôle judiciaire, l'introduction du bracelet électronique, ça c'est une alternative qu'il faut saluer. Les moyens de preuve pour garantir un procès équitable. L'exécution des peines, c'est important ça aussi. Le renforcement du régime des libérations conditionnelles, l'encouragement des bonnes conduites. On est d'accord, c'est la mesure de Fassi, on est d'accord. Alors, pourquoi ne pas laisser l'association... Ce code de procédure pénale a beaucoup d'avantages et c'est important. Bien. Par rapport au point sur l'article 3, sur les associations, eh bien, il y a un débat que je peux entendre. Quand vous dites, est-ce qu'on n'a pas d'autres arguments, mais c'est un argument aussi. Au Parlement, la plupart des parlementaires de la majorité et de l'opposition également ont considéré cette mesure comme étant bonne parce qu'ils vivent des choses au niveau de leur jama'at qui parfois ne sont pas normales à travers le fait que les associations parfois utilisent cet article pour les faire chanter. L'autre thèse qui dit qu'il est anormal de ne pas laisser les associations avoir ce droit, je l'entends aussi. C'est-à-dire que c'est un débat. C'est un débat qu'il y a. J'entends les deux versions. Maintenant, les parlementaires ont voté. Les parlementaires sont en première ligne face à ce fléau. Et donc, ils ont considéré, majorité et opposition, que cette mesure était positive. Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est Abdelmajid Fassi. Il y a eu beaucoup de gens de votre bord, majorité, parfois même partie de l'Istiqlal, qui ont refusé de venir les défendre. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un débat que j'entends. Voilà, il n'y a pas une unanimité. Et qui ont certainement voté. Peut-être que c'est eux qui manquent à l'appel sur les 170 voix. Votre position, c'est Hassan? Moi, je vais commencer avec les 170 voix. Ça me semble aussi un débat important. Vous étiez combien l'opposition, Tihadia? On était, je n'ai pas de souvenir exact, mais je pense une quinzaine. Je pense qu'entre 15 et 20 députés, pour être honnête, qui étaient présents. Non, c'est pas. J'ai une idée approximative. Mais ce que je tiens à expliquer, c'est que premièrement, cette image de l'absence des députés n'est pas réelle, n'est pas vraie. Partout dans le monde, les lois ne passent pas nécessairement avec des majorités où tout le monde est présent. Il faut savoir qu'il est très très compliqué pour un député qui a assisté à toutes ces commissions. Il y a des commissions, la commission législative, je pense, a travaillé pendant presque 24 heures pour nous préparer ce texte. Il y a les députés qui ne vivent pas, ils ne vivent pas tous certainement à Rabat, ils viennent de différentes régions. La décision de programmer ces séances, elle est souvent et des fois prise dans les 24-48 dernières heures. Donc sincèrement, je pense que des fois on est un peu trop sévère avec les députés. Il y avait 170 députés, peut-être il faut penser à un moyen pour programmer justement ces séances de vote un peu d'une meilleure manière qui pourrait justement permettre aux députés d'assister. Deuxième chose, remarque, pas pour un code de procédure pénale, pas pour une loi organique, deuxième quand même chose, 395. J'ai pas encore terminé. Deuxième point, c'est que la majorité de 300 députés n'encourage pas les gens à assister.
Parce que dans les différents pays, quand majorité et opposition sont légèrement proches, il y a un enjeu. On s'inquiète, si on ne vient pas, la loi pourrait ne pas passer, que ce soit pour l'opposition, pour la majorité, alors que quand on est 300 à la majorité et un peu moins de 100 à l'opposition réunie, il y a une sorte de certitude que la loi, elle va passer, quoi qu'on fasse, qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas. Et ça fait aussi qu'il y a peut-être, moi je pense que ça contribue peut-être à ce chiffre 170. On aurait espéré qu'il y ait un peu plus, mais je pense que et la majorité, et les députés de la majorité, et ceux de l'opposition aussi, auraient été un peu plus motivés s'il y avait plus d'enjeux. Pour ce coup-là, les chefs de parti, tous les partis, auraient dû quand même mobiliser leurs troupes pour qu'elles viennent. Surtout qu'il y a eu polémique sur le fameux Il y a aussi la programmation qui arrive vraiment dans les 24-48 heures. Un député de Dakhla ou d'Oujda ou d'ailleurs a des fois des difficultés à assister aussi rapidement. Notre position, bon, tout d'abord, je tiens, comme l'a dit Sieb Lemjid, comme quoi on est une opposition aussi constructive. Nous avons beaucoup participé à ce projet de loi. Nous sommes à la tête de la commission qui est en charge de la procédure pénale. Il y a un travail qui a été fait au sein de cette commission avec Saïd Aziz, le président, qui a été salué par le président du Parlement, par le ministre de la Justice lui-même. Nous, au sein de l'USFP, nous avons voté contre la loi dans sa globalité et nous nous sommes abstenus sur les articles que vous avez cités. Pour rester dans le positif, globalement, la loi a ramené plein de sujets positifs. De notre point de vue, il reste des choses à améliorer. Je vais laisser les articles 3 et 7 pour la fin. Il y a le renforcement. Rapidement, vous savez, il ne reste plus grand-chose. On n'a pas assez renforcé les garanties de la procédure. Pas que le temps est vite passé. La présence obligatoire de l'avocat dès le premier instant de la détention n'est pas un acquis. Nous le voulions l'avoir. La possibilité de filmer, d'enregistrer toute l'étape et pour nous ça c'est très important, toutes les étapes d'entretien qu'on peut avoir, pas seulement la signature du PV et la lecture du PV, la protection des droits de la défense avec l'accès au dossier, et ça aussi c'est très important pour défendre tous les intérêts des gens, l'encadrement des recours aux moyens technologiques, que ce soit les écoutes des appels téléphoniques ou bien des différents supports électroniques où on a besoin d'un peu plus d'encadrement. Il y a la protection des droits des victimes, spécialement les mineurs, les personnes qui ont en situation de vulnérabilité qui n'est pas encore acquise. Il y a le droit au silence qu'on n'a pas prescrit explicitement on a déjà parlé de la procédure droit. Moi, je voulais simplement savoir sur les 3 et 7. Tous ces points pour nous sont très importants. Pour ce qui est des articles 3 et 7, il y a 2 points il y avait un équilibre à trouver, pour être honnête. Il y a la vulnérabilité aujourd'hui des élus. Nous, en tant qu'opposition responsable, on ne peut pas nier cela. Les élus aujourd'hui sont facilement ciblés pénalement, surtout en période préélectorale. Et souvent, c'est calomnieux. Nous, on a eu des députés des candidats, pas des députés. Il y avait à plusieurs reprises des présidents de communes qu'on a poursuivis, qui ont été empêchés de se présenter pour des élections parlementaires, par exemple, et qui, après avoir diffamé, les avoir traînés dans la boue pendant 2, 3, 4, 5 ans, s'avèrent être complètement innocents. C'est triste, mais ça arrive dans beaucoup de situations. L'instrumentalisation de certaines associations est un fait. Il y a certainement des associations honnêtes, sérieuses, qui travaillent et qui déposent, mais il y a une instrument. À l'USFP, on a pensé, est-ce qu'il fallait avoir un registre spécial pour ces associations qui auront le droit de faire ce genre de recours? Est-ce qu'il fallait considérer le fait d'être une association ou membre d'une association et faire une fausse déclaration autour d'un élu est une circonstance aggravante en cas de fausse déclaration? Donc il y avait des pistes que nous considérons auxquelles il fallait réfléchir. Mais c'est pour ces raisons, en tout cas, qu'on s'est abstenu. Il est difficile de trancher et on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, les politiques, spécialement les présidents de communes, souffrent de beaucoup de diffamations et de poursuites calomnieuses. J'entends bien, il y a une grande convergence sur cette question des 3 et 7. Nous avons 2 partis, opposition et majorité, pourtant ils sont d'accord sur ça. Mais bon, pour autant, très rapidement. Je voudrais juste revenir sur cette histoire de « ils sont 300, la majorité est énorme ». Moi, je voudrais seulement rappeler que dans les anciens gouvernements, il y avait des coalitions de 6 et 7 partis.
où l'USFP d'ailleurs figurait, et je ne l'ai jamais entendu critiquer ça. Au contraire, ce qu'on a voulu faire... C'était pas 300 à 3, mais 300 à 3, on devrait s'enorgueillir de ça, hein, honnêtement. Mais oui, honnêtement. Le gouvernement a voulu justement qu'il y ait 3 partis pour qu'ils puissent justement travailler et être efficaces. Donc au contraire, pour ne pas avoir de compte à rendre. Après, c'est à l'opposition d'être forte, malheureusement. Maintenant, il y a une cohésion. On peut dire à la décharge du gouvernement Hassan Chgar et de la majorité qu'il y a une cohésion qui se retrouve. On peut critiquer autant qu'on veut, mais il y a une cohésion qu'on retrouve qui se prolonge dans les régions et dans les provinces et dans les communes. Jusqu'à Maintenant, ce qui a été fait, on verra. Vous le voyez aussi dans les régions, les provinces et les communes. Je parle de la convergence politique au niveau des conseils élus, des conseils de la région, des conseils... On ne voit pas les mêmes régions. Les régions, peut-être. Je parle des régions et des grandes villes. Maintenant, pour ce qui a été fait, on va en parler dans un an quand on sera à la campagne électorale. Alors, la campagne électorale. L'opposition, malheureusement, aujourd'hui, c'est terminé. C'est dommage. Alors, on va y aller, donc, puisqu'on parle opposition-majorité sur les élections. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais on n'en pense pas moins. Comme on dit, en 2021, votre parti, si Hassan Chgar avait présenté un mémo sur une réforme des lois électorales, avec l'inscription des Marocains à partir de 18 ans, l'inclusion des Marocains du monde. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous maintiendrez toujours ça pour la suite? Et question pour vous deux, hein, tout le monde craint un taux d'abstention qui soit élevé. Nous avons eu 50% de participation et donc d'abstention en 2021. 5 ans après, il n'y a pas de sondage, mais bon, il y a des pronostics qui disent que la participation risque d'être plus basse cette fois. Qu'est-ce que vous pensez à tous les deux, en commençant par vous aussi, Hassan Chgar, pour réduire cette abstention? Bon, déjà, nous, au sein de l'USFP, on a... Rapidement, s'il vous plaît, j'ai encore une question sur les... Au sein de l'USFP, on a déjà eu plusieurs fois des propositions pour les changements éventuels pour les lois électorales. Nous attendons que le gouvernement entame ce débat. Le chef de gouvernement est responsable. Qu'est-ce que vous proposeriez 2-3 points? Qu'est-ce qu'on proposerait à changer? 2-3 points. Nous avons des questions. Nous, au sein de l'USFP, dans l'opposition, personne ne nous parle encore des élections. On n'a aucune idée de quand seront organisées ces élections, même si on voit d'autres commencer à des pré-campagnes. On n'a aucune idée de comment ça sera organisé, ni de si on va chercher à avoir une adéquation avec les derniers résultats des élections communales. Non, pas des élections communales, mais ça... Le recensement. Du recensement national qui a montré des changements au sein de la structure même des provinces, etc. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Nous les avons posées dans notre Conseil national où on a appelé le gouvernement à faire des réunions préparatoires avec les partis pour voir justement de réflexion pour voir ce qu'on peut changer parce que c'est des lois, on espère, qui devraient être faites comme peut-être c'était déjà un peu le cas, d'une manière un peu collégiale, collective, pour pouvoir aboutir aux élections en 2026 et 2027. Est-ce que vous demanderiez de ramener le calendrier des élections locales, c'est-à-dire régionales et locales, à 5 ans, pour qu'elles continuent d'épouser celui de le calendrier des législatives? Pour le moment, pour ne rien vous cacher, actuellement, il y a le travail de la commission préparatoire du Congrès, la commission politique, qui se penche entre autres sur ce sujet-là, sachant que ce point spécialement peut-être nécessiterait un amendement constitutionnel. Tout à fait. Donc, nous sommes en train d'étudier, bien sûr, toutes les possibilités. Nous attendons aussi de la part du gouvernement qu'il appelle les différents partis, en tout cas les partis représentés au Parlement, pour pouvoir discuter un peu sereinement de ce sujet des élections et comment aussi encourager les gens à participer, est-ce qu'on va garder le système de liste électorale, est-ce qu'on ne pourrait pas le développer vers autre chose, comment assurer une inclusion des Marocains résidant à l'étranger. Il y a des réflexions qui sont initiées. Au niveau de la majorité, mais spécialement du parti de l'Istiqlal, est-ce qu'il y a une discussion, une réflexion qui est déjà initiée à ce sujet-là? Alors, il reste à peu près un peu plus d'un an pour les élections législatives de 2026. Ça veut dire pas grand-chose. En général, en 2021 par exemple, c'est à partir de février de l'année des élections qu'il y a les votes, etc. Donc c'est cette dernière année à chaque fois où les concertations commencent, les discussions commencent et où on arrive à l'aboutissement d'une décision. Donc on est dans les temps. Moi je pense, par rapport à votre question sur le taux d'abstention, je pense que la pratique de la politique, c'est ce qui est le plus important pour pousser les gens à aller voter ou pas. Au-delà des lois et des... Voilà, c'est l'homme qui fait la loi et pas la loi qui fait l'homme. Et donc je pense que
Nous, par exemple, au Parti de l'Istiqlal, on a commencé un certain travail. Par exemple, le comité exécutif qui a été élu en octobre dernier, eh bien, il y a un renouvellement des élites avec un pourcentage élevé de nouvelles personnes, de cadres, de compétences. Et donc, on essaie d'insuffler ce nouveau souffle au Parti de l'Istiqlal avec toute une dynamique qui a été créée, avec les alliances, toutes les structures parallèles du parti pour justement pousser. Et le but, c'est de pousser les gens à aller voter. Alors, je reste avec vous, c'est Abdelmajid El Fassi. Encore une fois, rapidement, puisqu'il reste 5 minutes, et 2 questions. Le 6 novembre 2024, Sa Majesté le Roi avait pour la 2e fois demandé à élaborer une politique publique dédiée au MRE, en l'occurrence la restructuration du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. La Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger qui devrait gérer un mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger. Je suppose que ce qui est fait au niveau du gouvernement, avant qu'il soit publié, va rester au niveau du gouvernement, mais à votre niveau, au niveau du Parti de l'Istiqlal, comment appréhendez-vous cette question des Marocains du monde et de leur implication dans l'opération électorale? Il est important d'abord de rappeler que les RME sont de grands nationalistes et patriotes. Et ce sont des ambassadeurs du Maroc à l'étranger. Par rapport à ce point, il y a deux points sur lesquels on peut s'attarder. C'est la participation politique et citoyenne et aussi le soutien économique à cette catégorie. L'Istiqlal a proposé en 2021 une modification de la loi électorale en faveur de la représentativité des RME. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui dans notre groupe parlementaire, c'est le cas, je pense, d'autres groupes parlementaires, mais nous avons dans notre groupe parlementaire pays des députés qui représentent la famille des RME à l'étranger. Nous avons aussi une section des RME dans notre parti qui est très active et qui a au moins une quinzaine d'années. Et les RME aussi participent de manière continue à l'élaboration du programme politique de notre parti. Pour le soutien économique, je pense qu'il est très important de faciliter l'investissement des RME au Maroc en mettant en avant des mesures fiscales, en facilitant les procédures, mais c'est important que même dans les pays d'accueil, toutes les procédures soient simplifiées pour les RME et aussi au Maroc pour qu'il y ait des investissements qui se fassent de manière fluide. Hassan Jgar, en 1 minute et demie. Comme ça, je pose ma dernière question. Il y a eu le discours royal, comme vous avez dit, c'est une feuille de route. Il y a eu la nécessité de restructurer le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, la Fondation mohammedienne des compétences. Pour le moment, rien n'a été fait. Nous avons, au sein du groupe socialiste... Rien n'a été publié, annoncé. On ne sait pas si c'est fait ou pas. Ça se fait par loi, donc rien n'a été fait. Nous avons fait une proposition de loi dans ce sens au gouvernement. Nous n'avons pas encore reçu malheureusement de réponse. Sa Majesté a aussi pointé la faiblesse de l'investissement productif des MRE. Les transferts de MRE sont une source de stabilité financière. C'est un des principaux revenus. On parle presque, je pense, de 120 milliards de dirhams annuels. Plus de 20% c'est des dépôts bancaires, ça entre dans la consommation en général, mais très peu part vers l'investissement. C'est un soutien vital aux réserves de devises nationales. Au sein de l'USFP, nous dénonçons justement l'absence de feuille de route pour effectuer ce changement. Dernièrement, au Parlement, nous avions une question dans ce sens adressée au ministre de l'Investissement, je pense. La réponse était décevante, que nous étions encore en phase de préparer une commission de coordination pour voir comment on peut atteindre cela. Et ça, c'est triste. Ce n'est pas juste une question d'argent ou de transfert ou de montant, mais il y a une petite sonnette d'alarme. Dernièrement, je pense dans le rapport de Michael Mrevé, pour la première fois, il y a une baisse des transferts des MRE de 2% par rapport à ce qui était envisagé. Ce n'est pas très grave en soi, mais ça tire la sonnette d'alarme. Il faut garder ce lien. Au lieu d'encourager l'investissement, on est en train peut-être de ne pas montrer à ces MRE aussi qu'on n'est pas très sérieux, même par rapport à des directives royales. Alors, dernière question, vous répondez chacun en 30 secondes, parce que de toutes les manières, vous ne pourrez pas répondre en plus longtemps sur le ton de la boutade, si je peux me permettre. Il y a eu la Koutla Lwataniya, la Koutla nationale en 1970, il y a eu le Koutla Demokratiya, la Koutla démocratique en 92. Est-ce qu'en 2026, il y aurait peut-être une autre Koutla? Et quand je dis la Koutla, pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui ne savent pas, pour les plus jeunes, il y a des jeunes qui sont au courant, c'était les partis du mouvement national, donc Parti de l'Istiqlal, UNFP en 70, USFP par la suite, OADP et PPS. Est-ce que c'est possible d'envisager une Koutla en 2026 ?
Vous parliez rapidement. de l'abstention. Écoutez, une coalition se forme autour d'un programme gouvernemental. Et puis, aujourd'hui, nous faisons partie d'une coalition gouvernementale. Et donc, vous répondre à cette question serait prématuré pour vous. Trop prématuré. Et puis, pour la logique démocratique, il faut attendre les élections, que le Premier ministre soit nommé et il cherchera ensuite à former son gouvernement. Malheureusement, nous n'avons pas encore un système qui nous permette de faire des coalitions en amont, avant les élections. Ça n'est pas encore possible au Maroc. J'attendais cette réponse. Allons-y, si Hassan Chgar, vous terminez. La Koutla n'était pas juste une envie, on ne va pas la faire seulement parce qu'on est nostalgique. La première Koutla était là pour des revendications constitutionnelles. Elle a amené à avoir des communes au Maroc, à tout un système qui a évolué. La deuxième, la Koutla démocratique, a amené le gouvernement de l'alternance et la transition d'une certaine époque, et puis l'ouverture du temps de l'ère du roi Hassan II. Aujourd'hui, pour nous, s'il y a une Koutla, préparera le mondial. Pour nous, s'il y a une Koutla, et quels que soient les partis qui y adhèrent, ça devrait être une Koutla pour plus de justice sociale, de démocratie, d'égalité entre les sexes, entre les différents territoires, le développement des territoires, d'égalité dans les accès aux services des différentes classes sociales. Merci à vous, merci Abdelmejid El Fassi, merci Hassan Chgar, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur Medi 1 TV.